Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. À midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, perquisition au domicile d'Hissène Habré. Tôt le matin, la police s'est rendue chez l'ancien président tchadien. L'avocat de Habré, Maître El Hadj Diouf, a été interdit d'accès sur les lieux. Saint-Louis, l'élève qui a agressé son professeur, a écopé de 2 mois avec sursis. Le procès a eu lieu ce matin. La manifestation des mécaniciens des HLM Raibi, ils ont bloqué la circulation pour dire non à leur déguerpissement. Actualité religieuse, début du carême chez la communauté catholique. C'est parti pour 40 jours de jeûne, de pénitence et de partage. En politique, la violence à la paire, la commission de discipline entre en jeu sur demande de Macky Sall de possibles sanctions. Le président de la dite commission répond dans ce journal. L'actualité internationale, une présentation de Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Mali, aucune avancée dans l'enquête sur l'assassinat des journalistes de RFI. L'insécurité dans le nord du pays empêche la justice de faire son travail. Les auteurs du crime, eux, sont toujours dans la nature. Une grave crise alimentaire guette l'est du Niger. Des milliers de personnes qui tentent de fuir Boko Haram se sont réfugiées dans cette partie. Le Niger demande une aide de près de 200 milliards de francs CFA. L'actualité des sports sera dominée par le football. Boubacar Kameldien, bonjour. Bonjour Antoine. Football, Sénégal-Mali, jour de vérité. Match amical certes, mais très important pour les deux sélections sur le chemin des éliminatoires de la prochaine CAN 2015 au Maroc. La température dans la tanière des Lions à quelques heures du match. La température, disais-je, ce sera dans le journal des sports. Nous serons en direct avec notre correspondant Yoro Mangara. Et puis, rappel historique de Cheikh Tidiane Diagne sur les différentes confrontations entre Lions et Aigle du Mali. Le Sénégal caracole largement en tête. Volleyball, le drapeau sénégalais ne flottera hélas pas en Pologne au championnat du monde masculin de septembre prochain. 2 matchs, 2 défaites aux éliminatoires zone Afrique qui se déroulent présentement en Tunisie. Les Lions du volleyball éliminés. Pour le team manager, ils ont fait les frais d'une préparation bâclée. Vous entendrez dans le journal des sports. Yahya Ndiaye joint ce matin. Point de vue sur la décision des avocats de Karim Wade de se tourner vers les juridictions internationales après la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré légal la CREI. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaire Hissène Habré, visiblement les choses s'accélèrent puisque tôt ce matin, la police est rendue au domicile de l'ancien président tchadien pour y opérer une perquisition. À Maître El Hadj Diouf, les forces de sécurité ont refusé l'accès chez son client. Retrouvons sur place à Ouakam notre reporter Georges Detchedio. Bonjour Georges. Bonjour Antoine Diouf. Comment la situation se présente? Alors, la perquisition se poursuit. Vous l'avez dit, on a refusé l'accès à Maître El Hadj Diouf, l'accès au domicile de Hissène Habré. Maître El Hadj Diouf qui est en train de s'adresser aux journalistes. À l'instant, Maître El Hadj Diouf, même brutalisé par les forces de l'ordre qui sont présentes à la rue qui mène au domicile de Hissène Habré. Maître El Hadj Diouf brutalisé même avec sa robe d'avocat parce qu'au début, il ne la portait pas, il était juste en costume, mais les forces de l'ordre le lui ont refusé. Maître El Hadj Diouf qui est en train de faire face d'ailleurs aux forces de l'ordre qui lui refusent toujours l'accès au domicile de Hissène Habré. Maître El Hadj Diouf, on peut même dire qu'il s'est donné un spectacle, il était sur un taxi pour s'adresser au public, un véritable show. Maître El Hadj Diouf n'a pas été tendre avec les chambres africaines extraordinaires qui selon lui sont sous la solde Idriss Déby. Je vous épargne des propos qu'a tenus souvent Maître El Hadj Diouf, des propos qui n'ont pas du tout été tendres. Alors même les membres de la famille de Hissène Habré ont été bloqués. Des dignitaires de Ouakam également qui étaient venus sur place ont reçu le même traitement. Actuellement, les forces de l'ordre ont bouclé la rue qui mène au domicile de Hissène Habré. Et c'était tôt ce matin, un véhicule blindé et d'autres 4x4, c'est des gémis qui sont là pour assurer la sécurité. Georges Detchedio, merci. Procès de l'élève qui avait agressé son professeur au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis. L'élève reconnu coupable s'en est sorti avec 2 mois de sursis.
Le musicien Mezzo Diatta placé sous mandat de dépôt pour tentative de corruption sur un agent de police. Pendant que l'on parle de la corruption dans la police sénégalaise, il existe tout de même des agents qui sont dans une bonne moralité. Pour les citoyens interrogés, tout le monde ne peut pas être mis dans le même sac. Reportage Mantouré. Un policier plutôt chétif, sa chemise d'un bleu décoloré, a traversé les âges. Il interpelle un conducteur. Il se met au garde à vous et répète les termes d'usage. Il ne souhaite pas se faire enregistrer, mais il dit, je cite, « Bonjour monsieur, carte grise, permis de conduire, assurance, attestation. » La mine sévère, les dents serrées. Les papiers en règle, il s'en va. Le conducteur a l'habitude d'être contrôlé par ce policier, un homme digne, dit-il. Il rejoint les propos de ce journaliste. Le Sénégal a une très bonne police, ils ont des standards de qualité. Ce qu'il faut dire, c'est que comme dans tous les corps, chez les magistrats, chez les journalistes, il y a des brebis galeuses. Mais dans la globalité, le pays a, à mon avis, comparé aux autres pays africains, une excellente police. Même la police de la sûreté. Bien des citoyens ont l'habitude de comparer celle sénégalaise à d'autres pays tels la France ou l'Amérique, tout en donnant la mauvaise note à notre police. Pourtant non, selon ce monsieur. Le conducteur français n'est pas plus vertueux que le conducteur sénégalais. Le conducteur français devient prudent et respecte le code de la route, non pas parce qu'il est vertueux, mais parce qu'il sait que s'il viole le code de la route, il y a des sanctions qui peuvent être pénales et des sanctions financières. Et ces sanctions-là ne se négocient pas. Et malheureusement, comme chez nous, il y a la culture du matelas, c'est pourquoi les gens essaient de jouer un peu avec le code de la route. On accuse certains policiers d'être corrompus, mais en général, le corrupteur n'est jamais loin. Une police qui veille sur les citoyens quand ils dorment, quand ils jouent, bref, quand ils vivent. Il en existe et c'est même la règle. Il y a des policiers d'une bonne moralité au Sénégal, c'est ce qu'il faut retenir. 12h07, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Manifestation de colère des mécaniciens de HLM Raibi. Ils ont brûlé de pneus et bloqué la circulation pour protester contre une décision de déguerpissement. La police est intervenue et après il y a eu de la tension. Leur porte-parole, Cheikh Tidiane Faye, interrogé sur place par notre confrère Moustapha Fall. Depuis 20 ans, on faisait notre commerce d'une façon normale, ici au HLM. Un jour, on est venu, quelqu'un s'est présenté en nous disant que vous allez déguerpir. On dit, mais explique-toi, il nous a tout refusé. Un jour, on a vu le préfet venu ici accompagné de ses collègues et de la police. Ils ont tout fait. On n'a fait aucune réaction envers eux. Mes amis et moi, on crée un bloc pour aller rendre le préfet nous même pas voulu nous recevoir. On est parti, on est revenu sur les lieux. On a été soulevé par des vieux. Ce sont les vieux là qui nous ont vendu la tête. Depuis 20 ans, on est là. On n'a jamais eu ce genre de problème. Mais c'est en 2 minutes que les vieux sont vendus de façon secrète. Que les préfets qui sachent que nous sommes dans un état de droit. Dis aux préfets, nous ne sommes pas des innocents. On a fait l'école ensemble. Dis-lui qu'on a fait l'ENAM ensemble. On fait l'administration sénégalaise. On se battra jusqu'à la mort. Vous venez d'entendre Cheikh Tidiane Faye, interrogé par notre collaborateur Moustapha Fall. Arrêt des travaux de construction du pont de Gayo, c'est dans le Podor. Les jeunes de Alouar se sont opposés au recrutement d'une main-d'œuvre étrangère au détriment de celle locale. C'est Digangé. Les travaux de construction du pont menant à Alouar sur le marigot de Gayo sont aux arrêts depuis 24 heures. Les jeunes d'Alouar et environ ne sont pas contents et sont descendus sur le chantier pour s'opposer à la poursuite des travaux. Ces jeunes disent être laissés en rade dans le recrutement des manœuvres. Mieux, sur les 8 jeunes de la localité qui travaillaient sur le chantier, les 7 ont été remerciés à la surprise générale, car un protocole avait été signé avant le démarrage, protocole qui stipulait que la main-d'œuvre locale était prioritaire au cas échéant. Les jeunes dénoncent le recrutement des manœuvres guinéens, maliens, entre autres. Amad Cham, que nous écoutons. Écoutez, on s'est réveillé un beau jour et puis ils se sont débarrassés des jeunes d'Alouar sans avoir donné une raison. Et quand on s'en est ouvert aux responsables, ils nous ont dit que eux, c'est pas à eux de renvoyer ou de recevoir.
Il y a beaucoup d'étrangers qu'ils ont finalement pris, des Maliens, des Guinéens, et là, ça nous étonne. Et pourtant, il y avait un protocole qui avait été signé pour que les jeunes de la localité puissent être recrutés. Les jeunes entendent s'opposer à ce qu'ils considèrent comme un mépris et disent être prêts à en découdre avec les responsables du chantier. Selon des informations recueillies sur place, n'eût été l'intervention rapide du commandant de la brigade gendarmerie de Ndioum, le pire allait se produire. Nous avons tenté d'entrer en contact avec un des responsables du chantier, M. Yin, en vain. À Podor, c'est dit Gangué pour la radio Futur Média. Les bacheliers non orientés se signalent à nouveau. Ils appellent le gouvernement à les orienter. Et d'ici quelques jours, si cela n'est pas fait, ils vont se radicaliser. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec Sodatiam. Actualité religieuse, mercredi décembre aujourd'hui. Et cela marque le début du carême pour la communauté catholique. Durant cette période, ce sera non seulement le jeûne, mais également la pénitence. Le carême, c'est aussi un moment de partage. Écoutons l'abbé Dominique Stanislas Mendy au téléphone de Daouda Diouf. La communauté chrétienne à travers le monde entame aujourd'hui sa marche vers Pâques. Carême signifie quadragésima, 40. 40 jours qui nous séparent de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est justement l'acte fondateur du christianisme. Et le temps du carême est essentiellement un temps de conversion, de réconciliation et de marche vers le salut, vers Dieu qui nous sauve. Réconciliation et conversion à 3 niveaux. Avec les autres, mes frères et sœurs, les hommes, réconciliation avec Dieu et enfin réconciliation avec moi-même. C'est une période d'épreuve durant laquelle nous allons essayer de nous maîtriser son corps, maîtriser son esprit, maîtriser tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et durant le carême, nous sommes comme au désert. Le désert qui est un lieu où il n'y a personne, où il n'y a rien qui nous distrait. Le désert comme lieu qui nous permet d'appréhender, d'aller facilement vers Dieu, de le connaître, de l'aimer et de l'imiter. Abbé Dominique Stanislas Mendy, directeur des œuvres diocésaines de Dakar, sera l'invité de Yonwi demain avec El Haj Hassan Gueye. Au menu, l'actualité religieuse chrétienne, mais également politique et sociale, mais économique. La carte d'égalité de chance, une bonne initiative en faveur des personnes qui vivent avec un handicap. Cette carte va leur permettre d'accéder aux services sociaux de base. Les explications d'Awambay. La carte d'égalité des chances, c'est d'abord une disposition de la loi d'orientation sociale adoptée en juillet 2010. La fonction de cette carte est de faciliter l'accès des personnes vivant avec un handicap aux services sociaux de base comme la santé, la formation, les transports publics. Ainsi, la personne détentrice de cette carte va pouvoir accéder facilement à ces services sociaux de base. Donc l'objectif est de combler le gap qui existe entre les personnes vivant avec un handicap et les personnes non handicapés. En effet, un diagnostic a révélé des inégalités entre les handicapés et les autres catégories de citoyens. Et cela se traduit par des faiblesses dans l'accès à la santé, à l'appareillage, à l'éducation et à la formation, à l'emploi et à l'insertion, et enfin des faiblesses dans l'accès au cadre de vie général, notamment une bonne mobilité. Et au sortir du Conseil interministériel hier sur la question, le Premier ministre a déclaré une accélération de la production de cartes d'égalité des chances et l'objectif, confectionner 50 000 cartes d'ici à 2017. Le journal. L'actualité politique. Acte de violence à la paire. Le président du parti réagit. Macky Sall a demandé à la commission de discipline de se saisir de ces affaires. Des sanctions, faut-il s'y attendre? Babacar Fall s'est entretenu avec Souleymane Diaye sur la question. Il ne s'agit pas de police ni de sanctions de manière automatique parce que nous sommes en période de massification du parti et en période préélectorale, pourrait-on dire.
Si vous remarquez, il y a souvent des remous, mais cela a été constaté de tout temps dans les partis politiques au pouvoir ici au Sénégal, et même ailleurs d'ailleurs. Quand il y a une situation conflictuelle, il nous appartient de convoquer les protagonistes, de discuter avec eux, de dresser procès-verbal et d'essayer de calmer l'ardeur des uns et des autres et de rendre compte au président de la paix qui, en dernier ressort, évidemment, prend la mesure qui convient. Vous dites que les sanctions ne sont pas automatiques, mais ce qui s'est passé, par exemple, ce week-end à Matam, c'est très grave. Les gens ont utilisé des armes à feu, notamment le député APR Farbangom. Oui, mais je pense qu'il faut quand même relativiser. Il s'agit d'un tir en l'air, évidemment, pour tout simplement ramener les gens à la raison, enfin, éviter le pire, mais il ne s'agissait pas d'affrontement, de confrontation physique. Il ne s'agissait pas de tirer pour blesser ou tuer qui que ce soit. Comprend qui pourra Souleymane Diaye, le président de la commission de discipline de l'APR. L'actualité internationale dans un instant. L'actualité internationale. Mali, l'enquête sur l'assassinat des journalistes de RFI piétine. La principale raison, la justice peine à travailler comme il se doit dans le nord du Mali. La sécurité y fait défaut. Suivons les détails avec Daoud Diouf. Selon l'expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme, la justice malienne en charge du dossier n'a pas les moyens de travailler dans le nord du Mali. Souleymane Baldo évoque surtout des raisons de sécurité. Cette enquête sur l'assassinat de Claude Verlon et de Ghislaine Dupont a été confiée au député magistrat Mohamedou Kossangué. Ce juge qui travaille déjà sur un dossier de djihadistes. Récemment, un mandat d'arrêt a été lancé contre le seul suspect identifié, Bayak Bakoda, le propriétaire du véhicule de l'enlèvement. Selon un magistrat qui a préféré garder l'anonymat, les magistrats maliens chargés du dossier sont pessimistes. L'enquête n'avance pas. Tout s'est joué à Kidal et pour des raisons de sécurité. Le juge ne peut pas se rendre sur place. Les auditions contenues dans le dossier malien ont été affectées en présence donc des enquêteurs français. Les gendarmes maliens qui ont interrogé les témoins dans le camp Serval ont travaillé dans des conditions difficiles et peu satisfaisantes. Il faudrait qu'on reprenne toute l'enquête tout en détail, nous dit le magistrat. Mais depuis plus, rien n'a été fait. Du côté de la France, les familles des défunts qui sont portées partie civile attendent toujours la saisine d'un juge promis par le parquet antiterroriste de Paris. Rappelons que c'est le 2 novembre 2013 que les envoyés spéciaux des RFI au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés après avoir été enlevés à Kidal en plein jour par des hommes armés encagoulés. Les assassins sont toujours dans la nature malgré l'enquête ouverte il y a de cela 4 mois. Nous restons au Mali avec les 5 employés du CICR kidnappés. Ils seraient en vie selon certaines informations. Le Mujao, le groupe responsable de l'enlèvement, a publié des photos sur lesquelles apparaissent ces personnes et ces images datent d'il y a environ 2 semaines. Elles ont été prises dans le désert. Les otages se portent bien si l'on se réfère aux photos. Ils sont tous de nationalité malienne. Depuis leur enlèvement, le Mujao n'a pas fait d'exigence pour les libérer. Niger, les dernières attaques meurtrières de Boko Haram risquent d'y provoquer un nouvel afflux de réfugiés. Ces mouvements de population peuvent entraîner une crise alimentaire dans l'est du Niger. Plusieurs milliers de personnes se sont réfugiées dans cette zone pour échapper à Boko Haram. La poursuite d'opérations sanglantes du groupe terroriste Boko Haram terrorise la population civile nigériane. C'est ce qui est à l'origine des migrations de population vers le Niger. Cette migration risque de poser un défi alimentaire selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 37 000 personnes y ont trouvé refuge. Les autorités nigériennes demandent 300 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA à la communauté internationale afin de réagir aux épidémies, aux conséquences d'éventuelles catastrophes naturelles, mais aussi aux risques de pénuries alimentaires amplifiés par les besoins des migrants issus du nord-est du Nigeria. Les frontières poreuses entre le Nigeria et le Niger font craindre un risque sécuritaire dans la région. C'est dans cette partie du pays que de nombreux Nigérians sont arrivés la semaine dernière. Le gouvernement du Nigeria a par ailleurs demandé au Niger voisin de l'aider dans sa lutte contre le terrorisme. Mais il n'a pas précisé la nature du soutien attendu de la part du Niger.
Le président Blaise Compaoré du Burkina a fait le déplacement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est pour témoigner de son soutien à Alassane Ouattara. C'est plus une visite de travail qu'une visite d'amitié. Antoine, le chef d'État burkinabé, a souhaité un prompt rétablissement à son homologue ivoirien. Ce déplacement n'a rien de surprenant. En janvier dernier, Alassane Ouattara avait dépêché une délégation à Ouagadougou pour une médiation et empêcher la vague de démission au sein du CDP, le parti présidentiel. Pourtant, face à la presse, les deux chefs d'État n'ont pas évoqué cette question. Présidentielle algérienne, 10 candidats ont été retenus. Plus d'une centaine de personnalités avaient manifesté leur volonté d'accéder à la magistrature suprême, mais seuls ces 10 ont déposé leur dossier hier avant minuit. C'était la date butoir. Des hommes comme l'ancien Premier ministre Ahmed Ben Bitour ont abandonné après l'annonce de la candidature du président Bouteflika. Le début de la campagne électorale est fixé au 23 mars, Antoine. C'était les actualités internationales avec Sornana Tambay. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera de la décision des avocats de Karim Wade de se tourner vers les juridictions internationales après la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré légale la CREI. RFM Sport. Les sports, c'est avec Boubacar Kambel Dieng. D'abord du football Kambel. Sénégal-Mali cet après-midi. Oui, Lions et Aigles se frottent en match amical. Lieu de la rencontre, Saint-Leu-la-Forêt dans la banlieue parisienne. Les deux équipes préparent les prochaines éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Éliminatoires qui vont démarrer en septembre. Alors, le match, c'est dans quelques heures. En direct avec nous dans ce journal, notre correspondant Yoro Mangara. Yoro, bonjour. Bonjour Kambel. Faites-nous le point dans la tanière avant le match amical de cet après-midi contre le Mali. C'est un match de reprise pour les deux sélections qui ne vont pas participer à la prochaine Coupe du Monde. Dans le camp du Sénégal, la phrase qui revient le plus souvent du côté des dirigeants et du staff technique est la consolidation des acquis et bâtir une équipe compétitive pour les échéances à venir. Pour ce match amical, Alain Giresse opterait pour un 4-4-2 avec Moussa Sow et Dembaba devant. Rien n'est pour l'instant sûr. Le coach des Lions n'a pas voulu s'avancer sur sa composition d'équipe. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il fera beaucoup de changements pour donner du temps de jeu à tout le monde. Ce match sera particulier pour Alain Giresse qui rencontre une équipe qu'il a déjà entraînée par le passé. Il le fera aussi pour Bouna Koundoul qui a honoré sa première sélection avec les Lions un certain 17 novembre 2007. C'était ici à Paris, face aux Aigles du Mali. Le score était de 3-2 pour le Sénégal. Pour les amoureux des chiffres, notez que c'est la 6e fois que les deux équipes se rencontrent pour seulement 2 victoires maliennes, 5 nuls et 8 victoires sénégalaises. Yoro Mangara, Paris, Radio Futur Média. Merci Rome. Hier, lors du dernier galop des Lions, vous avez tendu votre micro au défenseur central Karambouch. Lui, déjà, il ne pense qu'à une qualification du Sénégal pour la prochaine CAN 2015. Karambouch. Ça fait plaisir de se retrouver après notre dernier match au Maroc. Donc ça fait du bien de se retrouver, de travailler sur la continuité. L'objectif c'est la CAN 2015. Est-ce que vous avez comme ambition de la remporter cette CAN? Faut pas. L'objectif c'est de se qualifier d'abord. Et après avoir qualifié, on verra. Karambouch, donc il en a parlé, Yoro Mangara, le Sénégal qui a rencontré à 17 reprises le Mali. Donc historique de ces confrontations, les Lions de la Teranga devancent largement les Aigles du Mali. Cheikh Tidiane Diagne pour le rappel. En 12 rencontres amicales, les Lions de la Teranga l'ont remporté à 6 reprises. La dernière victoire du Sénégal sur le Mali date de 2007 et s'était soldée par 3-2. C'est aussi en 1971 que le Sénégal a battu pour la première fois le Mali 4-1, score le plus large d'ailleurs des confrontations sénégalo-maliennes. La seule victoire du Mali sur le Sénégal est enregistrée en 1994, 1-0. Les deux formations se sont tenues en échec à 5 reprises, 3 fois par 0 but partout et 2 fois par un but partout. En match officiel, le Sénégal bat 3-0 le Mali lors des éliminatoires du Mondial 2006 contre 2 matchs nuls en 2004, 1-1 et 2-2. Cependant, au dernier classement FIFA, le Mali 9e devance le Sénégal 13e.
Match à suivre sur la RFM, prise d'antenne 17h30, coup d'envoi 18h. TFM va aussi retransmettre ce Sénégal-Mali, Antoine. Oui, volleyball masculin Campbell, éliminatoire championnat du monde, le Sénégal, out. Les Lions du volleyball ont concédé hier leur deuxième défaite d'affilée face au pays organisateur, la Tunisie, 3-7-0. La veille, nos volleyeurs s'inclinaient devant les îles Seychelles par 3-7-1. Le Sénégal sur la touche donc pour le prochain mondial. Le team manager l'explique par une préparation bâclée. Yahya Ndiaye joint ce matin en Tunisie. Nous n'avons pas joué beaucoup de matchs amicaux par rapport à certaines équipes qui sont présentes ici. Bon, ce qui fait qu'au début, on tient le rythme, mais à la fin, on lâche. C'est lié un peu à cette phase de pré-compétition qui a fait un peu défaut. Pratiquement toutes les équipes qui sont là ont livré au maximum, minimum 20 matchs amicaux. Hier, on était face à une équipe qui est à la dimension internationale, à savoir l'équipe de la Tunisie qui vient récemment du championnat du monde. Nous sommes la seule équipe à avoir marqué quand même 17 points. Toutes les autres équipes gravitent autour de 10 à 13 points. Nous avons eu quand même le privilège de rivaliser avec cette équipe qui nous a battu quand même lié à un point d'expérience et ensuite en lieu de compétition. Cet après-midi à 16h locale, 15h à Dakar, le Sénégal joue pour l'honneur contre le Congo-Brazzaville avant de livrer son dernier match demain face au Niger. La Tunisie, avec 2 victoires en 2 sorties, est en pole position pour décrocher le seul ticket qualificatif à la Coupe du monde de volleyball des garçons prévue en août-septembre prochain en Pologne. Antoine, c'est tout pour le sport. Merci Boubacar Kambelien. La presse du jour avec Georges Detchediop. Une grosse affaire, une affaire grave. Et c'est pourquoi les Yankees sont à Dakar. Selon enquête, le FBI enquête sur un réseau d'immigration clandestine et terroriste. La traque a déjà commencé, ce qui a éveillé les soupçons. L'arrestation sur le sol américain de 2 ressortissants sri-lankais partis de Dakar. Leur interrogatoire a permis de débusquer une cellule terroriste. Les Sri-Lankais, dont l'un aurait voyagé avec un nom et un prénom sénégalais, selon enquête, ont avoué appartenir à un réseau terroriste. Les agents du FBI à Dakar veulent y voir plus clair. Et ça commence à faire trembler. Le FBI a établi une liste rouge dans laquelle figurent de gros pontes de services de sécurité, des manutentionnaires et d'autres acteurs qui gravitent autour de l'aéroport ou appartenant à des compagnies aériennes. Une autre affaire qui a fini d'éclabousser les services de sécurité, l'affaire de la drogue dans la police. Libération l'assimile à un complot contre le commissaire Abdoulaye Niang, dont l'accusateur n'est personne d'autre que le commissaire Keïta. Libération se pose alors plusieurs questions sur le commissaire Keïta, un accusateur qui a fait perdre à Niang son poste et lui a fait subir un lynchage soutenu. Et personne, même le commissaire Keïta, ne paye pour tout ce mal. Medzo Diatta, lui, a mal. Le chanteur et producteur de la série Dinamaner est dans de beaux draps. Il est placé sous mandat de dépôt pour corruption d'un agent de police en faction. Selon l'Observateur, il est en prison, ce que confirme le Populaire. Le producteur de Dinamaner tentait de corrompre un policier qui n'est pas l'agent failli de la série qui a inspiré le Populaire dans sa titraille. Medzo Diatta confond Dinamaner et réalité. La réalité, c'est le Conseil constitutionnel qui a débouté Karim Wade et ses conseils. Le Conseil a fait une pierre deux coups, confirmer la légalité de la CRI et rectifier la Cour suprême. Le quotidien l'a compris et affirme que le Conseil constitutionnel assène ses vérités à la plus haute juridiction. Donc, pour le quotidien, il s'agit d'un suprême cour des sages. Un rappel à l'ordre, d'autant que la Cour suprême renseigne le quotidien à empiéter sur la compétence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui provoque le courroux des avocats de Karim Wade, très présents dans la presse du jour. Leur trouvaille maintenant, selon le Populaire, se battre hors du pays. C'est vers les juridictions internationales qu'ils vont donc se tourner. Et pendant ce temps, Macky Sall, selon l'Observateur, enfile son treillis de général. L'objectif, mettre en œuvre le PSE, le plan Sénégal émergent. L'Observateur qui explique pourquoi le président a taxé les Sénégalais de tricheurs. L'Obs nous apprend également que les RG ont débusqué des ministres laxistes. Macky Sall qui est sur un autre terrain, celui de la violence dans son parti. Là, nous apprend que Macky Sall va siffler la fin de la récréation. Il va remettre de l'ordre au sein de l'APR. À cet effet, le secrétariat exécutif et le directoire sont convoqués très prochainement. Et cet après-midi, les Lions de la Teranga croisent les Aigles du Mali. Sénégal-Mali à 18h. Stade demande aux Lions de prolonger l'esprit de Casa ou à Sport de ne pas le trahir.
de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la décision des avocats de Karim Wade de se tourner vers les juridictions internationales après la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré légal la CREI. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Nous vous donnons la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Maître Dembassiré Bathily. Bonjour Maître. Bonjour. Avocat de Karim Wade. Il y a également Maître Hassan Diomaye. Bonjour Maître. Bonjour Antoine. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. D'abord, Maître Dembassiré Bathily. Alors, vous avez décidé de vous tourner vers les juridictions internationales après la décision ou l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel. Quelle juridiction internationale vous avez ciblée et pour qu'elles disent quoi? Je pense qu'il faut d'abord regarder le débat. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question, il ne faut pas ramener ça à une personne. C'est une question qui intéresse l'ensemble des Sénégalais puisqu'il s'agit de leurs droits. Nous avons bâti un système qui constitutionnalise un certain nombre de droits fondamentaux et le Conseil constitutionnel est le gardien de ces droits puisque la Constitution est au-dessus du législateur, des juges et du pouvoir exécutif. On nous a rendu une décision qui remet en cause tous ces principes et par conséquent, disons que de notre point de vue, cette décision remet en cause la constitutionnalisation des droits des Sénégalais. Mais il faut savoir que ces droits sont constitutionnalisés et relèvent également d'un certain nombre d'engagements internationaux à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme. Et il y a un certain nombre d'organes de régulation au respect de ces engagements, comme il y a également un certain nombre de juridictions internationales qui sont chargées de violer les engagements par les États de leurs engagements internationaux dans ce domaine. Et à partir du moment où on se rend compte que le système judiciaire sénégalais ne garantit plus de droit à un procès équitable, que les droits proclamés sont formels mais ne bénéficient d'aucune garantie juridictionnelle, c'est tout naturellement que nous nous tournons vers des organisations internationales qui sont chargées de veiller au respect de cela. Il faut comprendre qu'aujourd'hui nous relevons d'un ensemble communautaire, national, international. C'est juste de cela qu'il s'agit. Mais les droits pour lesquels nous nous battons ne sont pas les droits d'un seul homme. Oui, et qu'est-ce que vous attendez de ces juridictions justement? Qu'elles disent quoi? Nous attendons de ces juridictions. Vous savez, dans le passé, par exemple, le Sénégal a été condamné au niveau de la CEDEAO pour violation de la présomption d'innocence, atteinte aux privilèges de juridiction. Nous attendons de ces juridictions également qu'ils rappellent le Sénégal à l'ordre, qu'ils rendent des décisions qui permettent de faire que notre pays reste en état de droit. Parce que moi, quand j'analyse la décision rendue par la Cour suprême, il faut savoir que la Cour suprême n'était pas amenée à rendre une décision sur des questions nouvelles. C'est des questions connues qui ont été traitées par tout le monde. Cette décision est une décision qui va à contre-courant de l'histoire. C'est une décision qui remet en cause des acquis en matière de droits fondamentaux, des garanties qui sont déjà consacrées. Et je pense que nous avons tous le devoir de nous battre pour que le Sénégal soit un état de droit, pour que le droit à un procès équitable soit préservé. Et vous allez à nouveau, vous allez à nouveau saisir la Cour de justice de la CEDEAO, c'est cela? Écoutez, dans les jours à venir, vous verrez la suite que nous réservons à tout cela. Ce n'est pas le lieu de dire dans les détails ce que nous allons faire, mais ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la bataille que nous menons, ce n'est pas la bataille pour une personne, c'est une bataille pour l'ensemble du peuple sénégalais, pour que les droits que nous avons dans la Constitution soient respectés, et si nos juridictions sur le plan local n'arrivent pas à les faire préserver, nous allons mener le combat à l'international. Oui, et une dernière question, maître. Vous dites que la justice sénégalaise ne garantit pas un procès équitable à votre client. Est-ce que ce n'est pas là un coup de pied au nez de la justice de notre pays? Non, ce n'est pas un coup de nez, parce que quand on parle de questions d'intérêt national, il ne faut pas ramener ça à une seule personne. Ce n'est pas seulement notre client qui en souffre, c'est l'ensemble des Sénégalais qui en souffrent. Parce que la plupart des gens ne voient pas que notre client et tous ces milliers de Sénégalais qui souffrent dans le silence, qui n'ont personne pour assurer la défense de leurs droits, tous ces gens qui ne bénéficient pas d'assistance et de conseils, tous ces gens qui sont victimes d'arbitraires, tous ces prisonniers qui sont obligés la nuit de dormir accroupis alors qu'il n'y a aucune voix pour porter
assurer leur décresse et pour garantir leurs droits. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut que les gens cessent de ramener les questions d'intérêt national à des questions individuelles où des gens se fassent des agents de la propagande. Ici, il s'agit de l'intérêt du Sénégal, il ne s'agit pas de l'intérêt de quelques personnes. Et je crois que tous ceux qui ne sont pas compris travaillent contre le renforcement de l'expérience démocratique et de la préservation de l'état de droit, et c'est dommage. Merci. Maître Demba Ciré Bathily, avocat de Karim Wade. Maître Hassan Diomania, vous êtes toujours en ligne? Bonjour Antoine. Oui, alors, comment vous jugez cette décision des avocats de Karim Wade de se tourner vers les juridictions internationales parce que tout simplement estimant que la justice sénégalaise ne garantit pas un procès équitable à leurs clients, par exemple? Oui, peut-être je ne pourrais pas, Antoine, m'étendre davantage sur une décision des avocats de Karim Wade. Par contre, je peux, en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, et m'exprimer sur cette décision qui, à mon avis, sonne aujourd'hui le crépuscule des droits de l'homme au Sénégal. Quelle décision? La décision de se tourner vers les juridictions internationales du Conseil constitutionnel, oui. Allez-y. Oui, Antoine, quand on oppose la présomption de culpabilité, même non irréfragable, comme dit le Conseil constitutionnel, à la présomption d'innocence, et c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel consacre la présomption de culpabilité, simplement pour déclarer l'article 13 de la loi sur la CREI conforme à la Constitution. Parce que l'article 13 dit, si vous recevez une mise en demeure et que vos réponses ne sont pas satisfaisantes, le délit est constitué. Ça veut dire que ce n'est pas une juridiction de jugement qui consacre un délit, qui dit que vous êtes coupable, mais c'est à partir du moment où vos réponses sont jugées non satisfaisantes par le procureur spécial. Et évidemment, ça, c'est inacceptable et c'est foncièrement attentatoire à la présomption d'innocence qui voudrait qu'une personne ne soit déclarée coupable, qu'un délit ne soit constitué que devant une juridiction de jugement. Mais simplement pour une cause conjoncturelle, pour une cause circonstancielle, on est en train de remettre en cause plus de 2 siècles de combats. Ces combats-là, ce n'est pas des acquis de Karim Wade, ce n'est pas les acquis du Sénégal. C'est des lois universelles pour lesquelles nous nous sommes battus. Et pour le droit de recours, le Conseil dit que le législateur peut restreindre des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les conventions internationales. Simplement, il dit qu'en cas de juridiction spéciale, le législateur peut prendre des lois spéciales qui restreignent des droits de la défense. Mais c'est extrêmement grave, Antoine. Oui. Et ça, je pense que pour l'intérêt de la loi, pour l'intérêt des citoyens, pour l'intérêt des droits humains, tout le monde doit se mobiliser pour que cette décision anachronique, cette décision qui obscurantise un cheminement lumineux de vaillants combattants des droits humains, pour que cette décision ne fasse pas tache d'huile, parce que c'est une décision qui, aujourd'hui, bouleverse des certitudes, qui bouleverse des acquis au profit de paramètres aussi incompressibles qu'insaisissables aujourd'hui. Oui, en termes clairs, maître, vous vous attendiez à ce que le Conseil constitutionnel dise que la CREI est illégale, pour amener donc à une explication plus simple et plus banale. Oui, moi, ça ne m'aurait pas gêné parce que c'est une décision de justice. Mais qu'on essaie de légitimer, qu'on essaie d'expliquer, de donner même ce que la loi, comment la loi doit être appliquée. Et curieusement, le Conseil constitutionnel reproche à la Cour suprême d'avoir appliqué la loi d'une telle façon. Et le Conseil constitutionnel dit qu'il n'est pas juste de l'applicabilité de la loi. Ça dit qu'il fait une motivation surabondante, surfétatoire, puisqu'il dit, bien que la Cour suprême ait dépassé et outrepassé ses compétences, j'ai été régulièrement saisi par la Cour suprême, je ne suis pas le juge de l'applicabilité de la loi. Et dans le cas d'espèce, en rendant son arrêt, il dit, bien que l'article 13 dise que le délit est constitué, la partie poursuivie a le droit de se défendre, a le droit d'apporter la preuve comptable, donc il préjuge de l'applicabilité que fera la Cour de l'enrichissement illicite par rapport à l'article 13. Et cela est paradoxal. Et sur le recours, le Conseil constitutionnel appelle l'article 8 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Mais le Conseil constitutionnel dit ça et il revient quelques minutes, quelques instants pour dire cependant
que même si vous n'avez pas ce droit au recours, cela ne viole pas la Constitution. Mais c'est un arrêt qui est truffé de contradictions, et ça, je pense qu'on n'aurait jamais, qu'on n'a pas le droit de faire ça dans le Sénégal d'aujourd'hui. On peut condamner une personne, mais c'est pas seul Karim Wade qui sera poursuivi devant la cour de répression. Il y aura peut-être des directeurs généraux, il y aura des citoyens ordinaires. Il faut préserver les droits de ces personnes tant que nous ne préjugeons pas de la culpabilité ou non de Karim Wade. Cette affaire n'est pas la cause de Karim Wade. Ce n'est pas un rendez-vous avec la cause de Karim Wade, mais un rendez-vous avec l'histoire. Et malheureusement, ça a été un rendez-vous raté une nouvelle fois. Oui, et justement, une dernière question rapidement sur la légalité de la CREI. Alors, quand la Cour suprême a été saisie, elle a dit qu'elle n'est pas compétente pour cette question, mais la requête est recevable. Le Conseil constitutionnel a estimé quelque part que la Cour suprême a empiété sur ses compétences. Votre commentaire? Oui, d'abord, c'est inélégant. On ne critique pas une décision d'une juridiction sœur. Mais ensuite, même en la critiquant, on admet que la Cour suprême nous a régulièrement saisis. La Cour suprême a estimé que la question de la constitutionnalité ou non n'était pas de son ressort et a renvoyé ça devant le Conseil constitutionnel. Mais la Cour suprême a rappelé quand même que le législateur ne devait pas priver une partie d'un droit au recours. Ça, c'est un rappel que la Cour suprême a fait, mais n'a pas statuer sur la constitutionnalité ou non en tant que telle, et en cela, elle a renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Je ne vois pas la critique qu'on peut faire à la Cour suprême en ne décidant pas, mais en donnant à l'institution habilitée à donner le droit, en lui transférant le dossier. Mais maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui, tout en estimant devoir critiquer la Cour suprême, qui lui-même se contredit parce que lui-même ne se limite pas à dire si la CREI est conforme ou non à la Constitution, mais essaie de donner un contenu à la loi, si la CREI essaie de donner les contours et essaie de justifier les dispositions de la CREI. Or, ce n'était pas son rôle. Maintenant, quand on dit que vous n'avez pas un droit de recours, on doit se prononcer, est-ce que cela est conforme à la Constitution ou convention ou non. Quand on dit que le délit est constitué après la mise en demeure, sans que nous soyons déjà devant la juridiction de jugement, mais c'est des choses extrêmement précises qui ont été portées à l'attention du Conseil constitutionnel, mais en développant sur l'applicabilité future que les juges de la CREI feront de cette loi, évidemment, lui-même a violé la loi, et c'est ce qui est paradoxal. Merci. Maître Hassan Diomandiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, c'était le point de vue. Parler français. Parler français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue mérmolière. La leçon du jour avec Assou Bentioub. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Parler français. Professeur du jour. Condignan, je suis enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines. Je m'occupe de littérature française et plus spécialement du 19e siècle et particulièrement de Flaubert et de Maupassant. Cours du jour. Professeur Niang, restons avec le mot master. Dans certains cas, les deux prononciations sont permises. Il y a le master et le master. Le master ou le master, c'est un mot anglais, mais on l'a dans master copy, c'est-à-dire le document original, qui signifie un enregistrement original à partir duquel on réalise des copies. Dans ce cas-là, il est possible de dire master ou master. Merci de répéter. Le master ou le master, c'est un mot anglais, mais on l'a dans master copy, c'est-à-dire le document original, qui signifie un enregistrement original à partir duquel on réalise des copies. Dans ce cas-là, il est possible de dire master ou master. Merci professeur, merci à vous. Rendez-vous demain, passez une excellente journée. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Un ciel clair va prédominer sur la majeure partie du pays. Toutefois, des passages nuageux vont intéresser par moments le sud. Le temps chaud régnera ou restera de mise sur l'étendue du territoire, notamment à l'intérieur où les pics de température diurnes tourneront autour de 39 degrés dans les régions sud, centre, sud et est. Cependant, à partir de demain, une légère baisse des températures sera progressivement notée sur le territoire, notamment sur le littoral. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Perquisition au domicile d'Hissène Habré tôt le matin. La police est rendue chez l'ancien président tchadien
L'avocat de Abré, Maître El Hadj Diouf, a été interdit d'accès au lieu. Saint-Louis, l'élève qui a agressé son professeur a écopé de 2 mois avec sursis. Le procès a eu lieu ce matin. La manifestation des mécaniciens des HLM Raïbi, ils ont bloqué la circulation pour dire non à leur déguerpissement. Actualité religieuse, début du carême chez la communauté catholique. C'est parti pour 40 jours de jeûne, de pénitence et de partage. Et puis en politique, la violence à l'APR, la commission de discipline entre en jeu sur demande de Macky Sall de possibles sanctions. Le président de la dite commission a répondu dans ce journal. Il a semblé dédramatiser. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop. Réalisation d'Aouda Diouf, régisseur d'antenne Papoumar Diaw. 13h, Mamadou Mohamed Diaye pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, Dialgati Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.